parole à Général Ali. Madame la Présidente, je suis appelé donc à commenter sur le budget du Premier ministre et ministre des Finances. Et la première réaction que j'avais eue en écoutant le budget a été la phrase suivante. Budget cohérent et qui a réussi un équilibre très difficile entre le besoin de croissance économique, d'investissement et de maintenir le pays développé, de l'autre, nous assurer à ce qu'il y ait une distribution équitable de la richesse qui est produite. Très rare dans un budget arriver à ce niveau d'équilibre où on ressent que finalement il y a une volonté d'une part de croissance économique, mais il y a aussi une volonté que cette croissance soit partagée au niveau national. C'est ça le budget. Le terme de cohérence, je l'ai utilisé pourquoi? Parce que ça fait 4 ans que nous sommes dans le gouvernement. Et en retraçant ces 4 budgets, on voit qu'il y a eu une cohérence au niveau du gouvernement dans l'implémentation de la politique économique et sociale. Et je pense que mon collègue Nando Boda a très bien dit. En 2014, budget, et on est arrivé vite à la conclusion. La conclusion, c'est que l'île Maurice, au fait, se trouvait dans une situation d'un pays à revenus moyens et pris dans le piège des pays à revenus moyens. C'est-à-dire que depuis 10 ans, le taux de croissance n'arrive pas à dépasser les 4% et reste autour de 3%. Avec un taux de croissance de 3 à 4%, il est connu qu'un pays qui est pris dans la trappe de pays à revenus moyens ne pouvait pas s'en sortir. Il fallait donc au départ même nous rendre compte que le cycle de 1983 à 2014, qui était un cycle extrêmement productif, mais qui aussi a permis de suivre une politique économique très cohérente, est arrivé un peu à sa fin, à une période où il fallait donc réinventer cette économie pour que le pays puisse se reprendre. Ce n'était pas facile. Parce que nous sommes actuellement, et 2018 n'a pas changé, nous vivons dans un environnement hostile face à l'extérieur. Et sur le plan intérieur, nous avons à faire face à des situations dont les gens sous-estiment parfois. Le prix du sucre has collapsed. Le prix de tonne de sucre est tombé à 10 000 roupies par tonne qui ne couvre même pas le coût de production. En 2015-2017, nous avons donc utilisé les fonds du SIFB pour donner des subsides au secteur sucrier, mais il est clair qu'on ne peut pas le faire toujours. Le ministre des Finances a eu le courage, par exemple, de parler du thé, et personne n'en a parlé, c'est qu'on se rappelle qu'en 1983, et j'étais élu dans une circonscription de planteurs, de petits planteurs de thé, le revenu par livre de thé ne permettait même pas de subvenir aux besoins de base, tiration dans la boutique. Et nous avions pris en ce temps la décision que le budget allait aider les petits planteurs de thé à survivre. Et on l'a fait. Et en 2018, je vois le Premier ministre et ministre des Finances qui fait la même chose, qui vient encore une fois au secours d'un secteur qui a besoin de soutien. Le secteur du sucre, mon collègue, le ministre de l'Agriculture, travaille dessus, mais il est clair qu'on doit faire face à une situation exceptionnelle. Et il n'y a plus, vous savez, l'Union européenne, le FED 11 nous traite comme un pays à revenus moyens. Non seulement ce n'est pas une bénédiction, mais c'est pire que ça, c'est une malédiction. Parce qu'en tant que pays à revenus moyens, on a droit à rien, on n'a pas droit à l'assistance financière, très peu d'assistance technique, ce qui fait que depuis donc qu'on a été qualifié pays à revenus moyens, l'île Maurice s'est retrouvée pris dans un sandwich. Pas assez riche pour vivre bien et pas assez pauvre pour avoir accès à l'aide. Et Nando a parlé de post-Cotonou, mais post-Cotonou, on entre maintenant dans une nouvelle configuration où les pays ACP, dont forment partie actuellement, doivent négocier avec l'Union européenne une nouvelle philosophie de coopération, un nouveau partnership. Facile à dire, mais dans cette approche, nous sommes île Maurice, une petite île Maurice, un pays, donc une île qui a à faire face à la vulnérabilité propre aux îles, nous l'avons dit déjà avant. Donc, environnement hostile,
il fallait dans cet environnement 2015 dire comment est-ce que notre pays pourra développer des secteurs qui pourront nous permettre de percer le plafond du revenu moyen pour tomber donc dans un revenu élevé. Il est clair aussi que le secteur du thé a connu une crise fondamentale, le secteur du sucre vieillit, la zone franche, n'en parlons pas. C'est un secteur qui est dans le ICU depuis toujours et qui arrive à peine donc à s'en sortir, mais qui survit. Mais on a quand même 3 sous-secteurs qui ne nous aident pas à aider au niveau de la croissance. Reste le tourisme, le secteur financier et d'autres. Donc, quelque part, comment arriver à un taux de croissance de 6 à 7%? Le défi est même maintenant. We have it now. Comment arriver à ce que ce petit pays que nous sommes, relativement isolé, arrivons à un taux de croissance que les autres pays riches n'arrivent pas à arriver, même les pays à revenu moyen, 6-7%. Et c'est là où nous avons réinventé tout le concept de notre pays. Et c'est simple à dire. Toute notre philosophie économique depuis l'indépendance a été axée sur le pebble, sur le caillou que l'île Maurice est jeté dans l'océan. Petit, restreint, très lointain. Et notre stratégie était basée donc sur un développement qui était centré sur l'intérieur, que ce soit le tourisme, que ce soit le sucre, que ce soit le thé. Et en 2015, on s'est dit, mais non, l'île Maurice n'est pas petit, nous ne sommes pas un caillou. L'île Maurice est au fait un caillou enveloppé d'une zone maritime de 2,3 millions de kilomètres carrés. Nous sommes un État-océan. Beaucoup ne l'ont pas compris encore. Mais c'est ce changement de comportement d'un pays qui est petit, qui a des complexes d'un petit pays, pouvoir élargir sa vision en État-océan. État-océan veut dire qu'il n'y a pas que nous, l'île, le caillou, mais il y a aussi une zone océanique colossale qui appartient, qui est notre responsabilité, mais qui est aussi un océan, c'est à nous de l'utiliser de façon durable. À partir de ce concept, donc, de changement dramatique, et nous tous ici, nous devons nous habituer maintenant, parce que les 50 ans qui viennent vont être déterminants pour le pays en fonction de notre capacité à éclater de ce concept, à voir plus loin et à voir que l'océan nous connecte à l'Afrique, l'océan nous connecte à l'Australie, nous connecte à l'Asie. Donc, avec l'océan, nous sommes un continent. Very powerful. And we have to believe in it. J'ai toujours vendu des rêves, mais parfois, il faut y croire. Donc, la nouvelle stratégie est très différente de l'ancienne. La nouvelle est basée sur le fait que nous aurons 3 piliers économiques nouveaux, qui est le secteur océanique, l'économie océanique, et il y a le ministère de l'Océan, donc le nouveau gouvernement a compris qu'il fallait quelque chose de spécifique pour l'océan. Donc, il y a donc mon ami Prem, qui est maintenant donc le ministre de l'Océan et des Ressources océaniques. Donc, le nouveau pilier reste l'océan. Mais évidemment, SDG, évidemment, l'utilisation durable, soutenable donc, de l'exploitation des ressources marines. On est très conscient qu'on doit protéger la mer, qu'on doit protéger l'océan, l'écosystème, mais qu'on peut aussi utiliser l'océan pour mieux vivre. Le second composant de cette stratégie économique nouvelle est le pilier du port. Pourquoi le port? J'étais à Dubaï voir DP World et je leur ai dit, vous savez, on serait intéressé à développer l'île Maurice, à avoir un port maritime un peu comme Dubaï, un peu comme Singapour. Et le chairman me dit, nous sommes prêts. Je dis, ah mais je suis très surpris que l'île Maurice, lointaine, vous intéresse pour le développement portuaire. Et il m'emmène et voit un plan MapMonde, une carte de la région. Et effectivement, ce n'est pas un accident que l'île Maurice est the star and key of the Indian Ocean. Nous sommes situés stratégiquement par rapport au reste de la planète. Donc nous sommes importants, nous sommes incontournables. Deuxième secteur donc, le projet maritime est un projet qui va faire d'un petit port isolé, dans une petite île, un port maritime qui s'étendra finalement du port de Grande-Rivière pour finir à Jingfei. Nando a parlé tout à l'heure de cette connexion fabuleuse qu'on est en train de faire entre le port franc de Jingfei. Il faut bien qu'on puisse exporter, et donc la connexion autoroutière de 6 lanes, donc 2 routes dedans rouges, c'est ça?
le rouge, qui vont donc connecter Jinfei au port. Tout ceci forme partie de quoi? D'un plan stratégique qui va faire de l'île Maurice le port le plus important de la région dans les 15 ans qui viennent. Vision 2030. And we can do it. On a un peu de retard, je dois dire, parce que le port de pêche, sans le port de pêche, on ne peut pas parler de l'océan. On ne peut pas parler de la pêche, on ne peut pas parler de la pêche industrielle. Et là, je dois dire que Seychelles a une avance sur nous. Il faut bien le reconnaître. Donc, le deuxième pilier de cette nouvelle économie reste le port. Et le troisième, c'est quelque chose qui parfois peut paraître drôle, c'est que lorsque on parle du rêve africain de l'île Maurice. Je n'aime pas ce mot stratégie pour l'Afrique. Stratégie, ça fait intérêt personnel, ça fait gagner sur les autres. Alors que nous, on dit que nous sommes africains, on forme partie des 55 pays de l'Union africaine, on appartient au COMESA, SADC, on est membre de ce continent. Membre à part, et c'est une force extraordinaire. Donc, on a dit, l'Afrique est le continent incontournable pour le siècle à venir. Incontournable parce que l'Afrique a la plus jeune population de la planète et parce que le continent a aussi 40% des ressources minérales de la planète. You can't forget it. Beaucoup ont douté. Beaucoup ont dit, c'est du rêve. Et puis on dit, l'Afrique, c'est pas pour demain. Let's be frank about it. Et c'est vrai. C'est vrai qu'il n'est pas facile. L'honorable Béranger, qui est ici, a essayé, tant bien que mal depuis les années 70, a essayé de pousser vers une intégration régionale. Et il est vrai qu'il est plus facile d'intégrer Maurice à l'Europe que d'intégrer l'île Maurice à l'Afrique. Donc, challenging. Et pourtant, ce troisième composant stratégique est impossible à ignorer. Notre avenir à nous est l'Afrique. Ça n'exclut nullement le fait que nous soyons très proches des amis de toujours, de l'Inde, de la Chine, de la France. Je ne pourrais jamais même remettre en question pendant une seule seconde que l'Inde reste pour nous une relation émotionnelle, une relation économique qui dépasse tout. Et pour ceux qui ne savent pas peut-être, dans les moments les plus difficiles en 1983, un gouvernement qui n'a pas de parti politique, et Sani Roud comme Premier ministre, il a fallu réinventer le tout, créer un nouveau parti, get it going. Et il a fallu surtout faire face à une situation qui était, sur le plan étranger, very tough. Le monde extérieur disait que Maurice est en pleine crise politique, c'est foutu, il faudra attendre. Et c'est dans ce contexte qu'il nous fallait compter sur le groupe consultatif de Paris, qui était le rassemblement des bailleurs de fonds de l'île Maurice. Et je descends à Paris, je sais que c'était très difficile, que je risquais de rentrer à Maurice sans rien. Et j'ai réussi à contacter le fils du président Mitterrand, l'ancien, qui nous a aidés, qui a envoyé son chef de cabinet présider la réunion. Et à partir de là, il a dit une chose. La France a dit une chose. Elle a dit, quel que soit le gouvernement en place, la France et l'île Maurice, c'est une union pour toujours. Vous comprenez pourquoi donc nous ne voulons pas remettre en question cette relation privilégiée qu'on a avec la France, avec la Chine, avec l'Inde aussi. Quoi qu'il arrive, whatever happen, notre stratégie actuellement en termes de diplomatie, je vais passer dessus en quelques secondes, en diplomatie, notre région est devenue un centre d'intérêt des grandes puissances, comme jamais. Vous avez dû remarquer, j'ai été en Russie, invité donc par le ministre des Affaires étrangères Lavrov, je l'ai rencontré, une longue discussion, ça a abouti à la signature déjà d'un accord entre le FSI et la Banque centrale russe. Et la bonne nouvelle, à partir du 1er octobre, nous aurons 3 vols Maurice-Moscou via Rome. C'est que nous sommes en train de nous ouvrir, nous aussi, au nouveau, mais sans blesser l'ancien. Au fait, nous sommes trop petits pour prétendre prendre position. Et je vous l'avais dit il y a quelques jours, en créole, je dis, nous camarades, et tout est ennemi et personne. Et c'est vrai, et je l'ai fait comprendre aux ambassades étrangères aussi, nous sommes petits. We are too small to pretend qu'on va prendre position pour l'Angleterre contre la Russie ou contre les grandes puissances. Mais on doit constater en même temps que les choses ont changé, que notre océan est devenu un centre d'intérêt géopolitique hors de commun. On ne peut pas ignorer que la Russie est ici, la Chine est ici, l'Inde est ici, l'Europe est ici, les Américains. Nous sommes devenus
une région qui peut devenir chaude demain, parce qu'il y a des intérêts géopolitiques en jeu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous, l'île Maurice, nous sommes trop petits pour prendre des positions draconiennes lorsqu'il s'agit de politique étrangère, et nous adoptons actuellement une stratégie que je pense sera payante à la longue, c'est que l'île Maurice est un peu la Suisse de cette partie du monde. Non-ingérence dans les conflits des autres, mais pouvoir aider, évidemment. Le problème malgache, nous avons proposé, et nous le ferons aussi, si les partis politiques malgaches n'arrivent toujours pas à trouver une solution, l'île Maurice va offrir notre pays en tant que pays ami pour host, pour que les dirigeants malgaches puissent venir à Maurice, discuter et négocier en toute indépendance, et en tant que président de la COI, remettre à leur disposition toutes les structures. Un peu cette approche, que nous sommes là pour aider, mais on n'est pas là pour prendre des positions qui puissent nous faire mal plus loin. On revient dessus donc, toujours à cette amitié extraordinaire entre l'Inde, la Chine et la France, et j'ajoute dedans Bruxelles. Pourquoi je vais acheter Bruxelles? Parce que l'histoire est là. Parfois on oublie l'histoire. 1968, personne ne pensait que ce pays allait survivre. Personne. Mead, Titmuss, prix Nobel de la paix, s'il vous plaît, ou de l'économie, j'ai oublié. Ils sont venus à Maurice et ils ont dit ce pays comme ça, non-starter, failed state. And they use this word, Mauritius will be a failed state. Un autre, M. Naipaul, V.S. Naipaul, qui parlait de l'île Maurice dans son overcrowded Barracoon. Bon, Barracoon, j'ai dû aller voir le dictionnaire 4 fois pour comprendre. Et ce monsieur est venu à Maurice, qu'est-ce qu'il a dit? Failed state aussi. Il faut bien me comprendre pourquoi nous avons aujourd'hui la responsabilité d'une nation. Nation building. Et à la réponse de l'honorable Armand sur le problème de Washington, j'ai une seule réponse pour ceci. Personne n'a le droit de jouer avec l'unité nationale. No one. Nation building is sacred. Et jamais je vais faire une différence entre quelqu'un de gouvernement ou quelqu'un de notre parti lorsqu'il s'agit de prendre position pour nous battre pour que la nation puisse se construire encore. Donc sur la question de Washington, celui qui est coupable aura bien sûr à prendre les responsabilités. C'est le propre d'un gouvernement qui est engagé en termes de nation building for the long term. Pour revenir à 68, countries, consultants gave up on Mauritius. Et c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait en 68? On avait le sucre, monoculture de sucre, moins de cyclones, vous voyez les maisons qui s'écrasent, on ne peut même plus. Ça, vous l'avez dit la dernière fois. Maintenant, les Mauriciens sont devenus, pensent à instant gratification, je veux ça, je dois l'avoir immédiatement. Mon grand-père est venu de ce pays. Il est venu comme immigrant. Il a travaillé, il a sué, il a économisé. Il a fait tout pour que je sois ici aujourd'hui. This has been hard work. Nothing more than hard work, savings, and discipline. And I think we have to keep this now in this country. Et ne pas donner l'impression à la nation que sur demande, sur simple caprice, they'll have whatever they want. Parce que nous sommes partis de 68, et là je dois dire que Bruxelles, la décision de Bruxelles en 1971, je crois, a été décisive. Et je crois que c'est vrai aussi, Sir Gaëtan Duval a été le maître d'œuvre pour partir sur Paris, repartir sur Bruxelles. On n'était même pas membres associés à l'Union européenne. On n'était même pas membres de l'OCAM, de l'association des pays, de EAMA, nullement. On était en dehors et Bruxelles a alloué à ce petit pays plus de 50% de son quota sucrier pour tous les pays des Caraïbes et Afrique. Never seen that. C'est un coup de peau? Non, c'est le destin du pays. Parce que sans le protocole sucre, qui nous a donné le matelas pour survivre les temps les plus difficiles pour le pays, parce que le protocole sucre nous a donné un prix du sucre largement supérieur au coût mondial. And this has saved us. In all humility, when I go to Brussels, I say, thank you people. I love you. Parce que grâce à vous, nous avons pu passer le cap le plus difficile de post-indépendance jusqu'à récemment. This is a way of recognizing friends. Et maintenant, à Bruxelles, nous avons des amis, nous sommes soutenus à fond, mais en même temps, on reconnaît.
history is built on the performance of nations. Sahanoun a été un des architectes les plus grands que le pays a connus. Je pense que Sassiou Sagar a été aussi un grand chef pour le pays. C'est lui qui nous a mené dans l'indépendance et après. Et que we made it. Moi, ce que j'aime, moi, as a nation, we made it. Une nation condamnée à périr, we together we made it. Avec les pays étrangers, avec Bruxelles, avec le protocole de sucre. Et en 1983, il faut le dire, c'est vrai, il fallait prendre les décisions qu'il fallait. Il fallait avoir une vision de l'avenir, une façon de voir l'avenir. N'oubliez pas, les amis, en 1983, que ce soit Sahanoun, que ce soit moi-même, que ce soit Anil qui est au fond et autres, on était issus du MMM et on combattait le secteur privé. Je me souviens, Sheila Bapou disait, nous allons nous nationaliser toutes les usines sucrières. Et on ne menaçait pas, we were going to do it. Parce que c'était la conviction du MMM, du parti, que le secteur privé est en train de nous voler. Le secteur privé est en train de nous piller. Donc il fallait en 1983, que ce soit pour Sahanoun, pour moi-même, basculer de notre idéologie anti-secteur privé et aller à la télévision et dire aux gens, excusez-nous, il y a un gros problème de chômage. Pour créer l'emploi, il faut l'investissement. Pour qu'il y ait l'investissement, il faut qu'il y ait la confiance. Et pour qu'il y ait la confiance, il nous faut le secteur privé. Il faut que le secteur privé soit partie prenante de l'opération que nous vendions. Donc ça a été très dur pour nous, cette transition idéologique. Je me souviens encore de l'époque. Basculer en quelques mois de cette période hostile vers le secteur privé, une période où nous avons dit au secteur privé, vous avez votre place, vous avez votre rôle. Mieux encore, on a ouvert les investissements aux étrangers. C'est là où les gens de Hong Kong sont venus, la zone franche est repartie. Donc, we made it. Moi, c'est toujours la même chose. Je dis, nous sommes une nation qui reste une référence pour cette planète. Parfois, on l'oublie. Dans une planète qui est bourrée de conflits, de divisions, de dissensions, de recherche de guerre, de conflits, this nation has lived together with all the communities of this planet. Toutes les communautés, toutes les races, toutes les cultures, and we made it through because we believed in what we were doing. C'est pourquoi le budget de Pravin est important. We have to be seen as a government that is equitable. And when it comes to distribution of wealth, it is distributed in an equitable way. On l'a fait parce que this is part of nation building. Et en 2015, donc, nous sommes arrivés à cette situation, croisée de chemin. C'est une croisée de chemin où nous sommes. Either we make it or we break it. Moi, je dis franchement, either we make it or we break it. L'environnement international ne joue pas avec nous, malgré le fait, et Sahanoun l'avait dit ce matin, je crois que c'était Ramasitanen qui, à peine quelques mois après la crise de 2008, avait dit « green shoots of the economy ». Il avait tort. 2008, le monde est entré en crise économique. Et dans une récession normale, une récession dure 3-4 ans avec une période de prospérité de 10 à 11 ans. C'est le contraire qui arrive, c'est-à-dire que le monde est toujours en crise de 2008 à 2018. Rien n'a changé. La seule chose qui a changé sur la planète Terre, je vais vous dire, c'est quoi? On a pris beaucoup plus de dettes. Les banques centrales américaines, japonaises et européennes ont imprimé comme s'il n'y aura pas de demain. Des trillions de dollars, d'euros et de yens en pensant qu'ils allaient pouvoir faire reprendre l'économie mondiale. Rien ne s'est fait. Nous sommes dans la même situation qu'en 2008, à la différence près que si le taux d'intérêt de dollar US ou de l'euro passe à 3-4%, personne ne peut rembourser. L'Amérique sera en état de défaut si les taux d'intérêt passent à 3-4%. Ils le savent, ceci. Ils ont imprimé des billets, ils ont pris des dettes, ils ont racheté les dettes, ils ont fait des choses que personne ne fait. L'anglais appelle ça « kicking the can down the road ». And now we are at the end of the road, there's no can, and we have to know how to survive. But this is the environment. 2008, 2018, la planète est toujours en crise. Si quelqu'un peut me dire le contraire, venez le prouver. Moi, je vous dis que les banques centrales ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour restart, kick off the world economy. Ça n'a pas marché. Parce que les cycles, personne ne peut jouer avec. Un cycle
a son printemps, été, automne et hiver. Personne ne peut le changer. Et on nous demande, nous, et c'est pourquoi le ministre des Finances a un rôle extrêmement pénible, parce que l'économie mondiale n'est pas en train de jouer en notre faveur. Le tourisme, c'est du 3, 4, 5%. Le sucre, c'est collapsing. Donc on vit dans un environnement très difficile. Et c'est dans cet environnement qu'on a dit « we can do it ». Et j'aime le dire ça. Quand on me pose la question, que je rêve, et c'est vrai que je rêve. I love dreams, but dreams that achieve a critical mass becomes reality by itself. We've proved it in the past. Et je vais vous dire aujourd'hui, cette petite île, aujourd'hui un État océan, a un destin gigantesque. On va devenir une très grande puissance dans la région. Incontournable. C'est la raison pour laquelle toute la coopération qu'on fait avec l'Afrique doit être coopération sud-sud, win-win et dans le respect le plus total de l'autre. C'est le principe sur lequel nous avons bâti les commissions, les joint commissions, les accords qu'on fait avec les pays africains actuellement. On peut en parler plus tard. Sinon, je vais parler trop. L'essentiel dedans, c'est que le gouvernement est en train de foncer dans un environnement qui n'est pas facile. Et je dois dire une chose ici. Et peut-être que nous devons, nous, faire une forme d'introspection. Parce que, vous savez, la première crise économique a été due à quoi? Parce que le régime travailliste a été trop généreux. Dès que l'argent est entré, c'était distribué et dilapidé. Dilapidé en 1975 déjà, la balance des paiements, la balance des comptes courants, la balance commerciale dans le rouge. Et il nous a fallu donc passer par une crise économique majeure pour pouvoir en sortir lentement et péniblement après 3 dévaluations de la roupie. We don't want to repeat it. So, quelque part, nous avons aujourd'hui un électorat qui est ce qu'il est, mais qui est en même temps un produit de la classe politique. Parce que d'élection en élection, on a fini par faire croire aux gens that from womb to tomb, we'll be with them. Et qui ne manqueront de rien parce que nous, gouvernement, pour prendre tout en main. Who are we, government? We can only give what we have. Nothing more. Unless we bluff. So, quelque part, nous avons actuellement un électorat. Et croyez-moi, si on donne à cet électorat le droit des élections chaque 6 mois, il y aura un changement de gouvernement chaque 6 mois dans ce pays. Vous savez pourquoi? Nous avons une population maintenant qui n'est plus satisfaite de rien. Et c'est grave ce que je dis. Nous avons atteint, et le ministre du Travail disait que les Mauriciens maintenant n'aiment pas faire certains travaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On importe la main-d'œuvre étrangère. But it's very serious. Et c'est très, parce que le moindre bouleversement économique qu'il y aura devant, croyez-moi, les gens vont commencer à pleurer. Les gens doivent réaliser qu'on ne peut donner que ce qu'on a, premièrement, et deuxièmement, une population ne peut pas devenir exigeante au point où il y a une forme d'ingratitude, une forme de vouloir toujours plus. Il faut bien réaliser une chose, cette planète Terre, notre planète, d'ici 2035, si la consommation mondiale continue comme elle est, il nous faudra 2 planètes Terre pour survivre en 2035. Et il n'y a pas d'option B. Le plan B d'une deuxième Terre n'existe pas. Donc, quelque part, we've got to start learning one thing. Apprendre à être heureux avec moins parfois. On ne peut plus continuer avec une civilisation qui croit qu'il faut toujours plus, que ce soit le laptop, que ce soit la façon de vivre et tout. Donc, nous sommes arrivés maintenant à une situation, je vous dis franchement, je pense personnellement, et c'est un peu notre responsabilité, la population est arrivée à croire à la magie, à croire que ce qu'elle a besoin, elle l'aura. Et ça, vous croyez-moi, le réveil sera difficile après. Very tough. Parce qu'il nous finit par être nous muscles, lorsqu'on perd ses muscles de combat, on devient très fragile après. Donc, on importe de la main-d'œuvre si on a besoin. Peut-être, mais on ne peut pas passer notre temps. Moi, on me dit, franchement, bah, Vishnu met tout là, mais là-dedans, mon petit, là-dedans, il passe Messenger, tranquille. Jusqu'à maintenant, on parle ce langage. So there is a problem in the country. And the problem comes also avec de la surenchère. J'ai écouté le discours avec beaucoup d'intérêt du député Hermance, et j'ai réalisé que finalement, nous là, nous donnons tout. En la case brûlée, nous bisons là.
Je suis d'accord qu'il faut être là pour les gens qui sont dans la peine. Un Mauricien qui est dans la peine, c'est moi qui suis dans la peine. We are just one. J'ai fait une dizaine de budgets, tous mes budgets étaient braqués sur le fait que la grande souffrance nationale doit être intolérable. Nous sommes tous comme ça ici. Tout le gouvernement, l'opposition aussi, a cette réflexion de solidarité nationale. Je rappelle juste en passant une façon d'aborder, pas la charité, mais empowerment. En 1987, CHA en faillite. Mais dans la classe, du monde pas les payer. Un roupie loyer, j'ai code pour gagner ça. Alors, mon Souillac, j'étais à Souillac, Madame la Présidente, j'ai été chez Madame Lepoix, je me souviens encore, un gros trou dans le plan, Madame Lepoix, voici qu'elle répare ça. Je dis, aïe, monsieur Bissou, pourquoi elle répare ça? Mais dans la classe. Donc, on parle d'une réalité. 33 000 maisons concernées, les maisons CHA, les maisons Sugar Industry, les maisons des municipalités aussi. 33 000 familles vivant dans des conditions déplorables. Et je dis à Mme Le Pont, je dis, si le gouvernement donne la case là. Je dis, aïe, monsieur Vistou, si je gagne ça, je peux dire où, je peux occuper comme mon baba. Empowerment. This is what you call empowerment. And we gave away all the 33,000 houses. Deux budgets, il m'a fallu 2 budgets pour le faire. Et payer un minimum de 300 roupies pour les maisons Alix Carole, 500 pour les maisons Gerbez, et puis 1000 pour Pogel. Dérisoire. Small amount, but we proved one thing. We proved that people who are poor need to be empowered. Et quand quelqu'un est devenu propriétaire de sa maison, il change complètement. Faites l'expérience vous-même. Toutes ces cités qu'il y avait, je parle de Validji, je parle d'ailleurs. Allez voir ces cités aujourd'hui. Les gens ont construit des maisons à étages. Dans ma circonscription, c'est pareil. Le VRS 1, 2 également ont aidé les propriétés à se réformer tout en distribuant des terres à leurs travailleurs et artisans. So we did it in 87, 88. Giving away à ce temps-là, on dit, mais nous sommes trop généreux. Non, parce que l'intention derrière la décision a été de empower. Quand on est venu juste après avec Housing Corporation pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent refaire leur maison. Ils l'ont refait. This is this nation, this is this country. We can never give up. But then we have to empower. Ne me dites pas donner la charité. No one in this nation a besoin de charité, ni de traiter comme un charité. I mean it. I really mean it. We need the deepest deepest respect for those who are in need, and we must be there for them. But it must be for empowerment, and not to say on donne un pécasse. And not, l'autre là, non, problème, on donne 5 feuilletons. No, we need to empower. This is why we have now empowerment. 3 ministers in this government work on empowerment to ensure that the people who are poor are given the right facilities to build up this nation. And that's where we are. Et puis lorsque j'ai vu les commentaires sur le budget de Pravin, budget populiste. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai aimé ça. Budget électoraliste, j'ai aimé encore plus. Bon, s'il n'y a pas d'élection, je ne sais pas qui s'est mis dans la tête qu'il y aura les élections qui viennent maintenant. Mais non, ce gouvernement est là jusqu'à décembre 2019. Excusez-moi, la Constitution nous permet d'aller 6 mois encore. Donc, non, excusez-moi, mais c'est mathématique. Maintenant, si on vient me dire que c'est un budget électoraliste, je suis fier. Il n'y a pas de meilleur compliment qu'on puisse faire à un ministre des Finances que lui dire budget électoraliste. Eh bien non, c'est un très bon budget. C'est un budget qui balance les deux. Et je dois vous dire une chose. Moi-même, je n'avais pas des doutes parce que c'est un niveau de parti et que donc Pravin prenait la relève. Et nous tous, on avait un peu de doute. On dit, c'est pas facile de prendre la place du vieux. C'est vrai. And then we've had the proof. Moi, je vous dis franchement, je n'ai jamais vu un Premier ministre travailler autant. Never in my life. 18 heures par jour, il est sur le terrain. A worker like never before. Et Pravin has got those 3 qualities. Il écoute, il prend son temps pour décider et il décide. And it makes sense, c'est vrai. So,
moi je vais vous dire une chose en toute humilité, ce gouvernement va être là une deuxième fois. Et je pense aussi sincèrement, il n'y a pas de politique dedans. Et je pense que Pravin Jugnauth, Premier ministre des Finances, a fait ses preuves pour être le Premier ministre de l'île Maurice pour longtemps encore. Merci.